Pour chaque figure aimée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il en existe une que tous méprisent. Entre 1939 et 1945, le monde a été témoin à la fois des abîmes les plus profonds de la dépravation humaine et des sommets les plus élevés du courage moral. 6 millions de Juifs assassinés de manière systématique. Des villes entières réduites en cendres. Pourtant, dans cette même obscurité, des gens ordinaires sont devenus des héros extraordinaires, risquant tout pour sauver des inconnus. Voici l'histoire de 6 individus qui ont façonné l'héritage de la guerre. 3 qui ont orchestré un mal inimaginable et 3 qui se sont dressés contre les ténèbres. Leurs choix opposés révèlent une vérité fondamentale. Dans les moments les plus terribles de l'histoire, nous sommes confrontés à une décision: détruire ou préserver, haïr ou espérer, devenir des monstres ou rester humains. Nous commençons par l'homme qui a rendu tout cela possible. Adolf Hitler, l'architecte de l'Apocalypse. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne. Au cours des 12 années suivantes, la dictature et les guerres de Hitler ont déclenché une catastrophe mondiale qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, selon les estimations courantes. On estime qu'entre 70 et 85 millions de personnes sont mortes dans le monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Aucun autre dirigeant politique n'est plus étroitement associé à la fois à la guerre en Europe et au génocide qui en fut le cœur. Le chemin de Hitler vers le pouvoir absolu semblait presque accidentel. Né à Braunau am Inn, en Autriche, en 1889, il a passé ses premières années à rêver de devenir artiste. L'Académie des Beaux-Arts de Vienne l'a rejeté à 2 reprises. En 1913, il avait dérivé jusqu'à Munich, jeune homme sans but, animé de visions grandioses et de rancœurs tenaces. La Première Guerre mondiale lui donna un but. Il servit comme caporal, obtenant la Croix de fer. Mais la défaite de l'Allemagne, en 1918, le dévasta. Dans le chaos de la République de Weimar, il trouva sa vocation non pas dans l'art, mais dans la politique, alimentée par la haine. Son message était simple et mortel. L'Allemagne avait été trahie. Les Juifs en étaient responsables. Le traité de Versailles avait humilié la nation. Ce n'est qu'à travers la pureté raciale et l'expansion territoriale que l'Allemagne pouvait retrouver sa destinée. En 1933, la dépression économique et l'instabilité politique avaient rendu des millions de personnes réceptives à ses promesses de restauration et de vengeance. Une fois au pouvoir, Hitler agit avec une précision calculée. La loi des pleins pouvoirs du 23 mars 1933 lui donna une autorité dictatoriale. Les syndicats furent dissous. Les opposants politiques disparurent dans les camps de concentration nouvellement construits. Le 30 juin 1934, lors de la nuit des longs couteaux, il ordonna l'exécution de rivaux potentiels au sein de son propre mouvement. Plus de 80 personnes furent assassinées en un seul week-end. Le message était clair, s'opposer signifiait la mort. Mais ses véritables ambitions allaient bien au-delà des frontières de l'Allemagne. Le 12 mars 1938, les troupes allemandes entrèrent en Autriche. L'Anschluss a absorbé sa patrie dans le Reich sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. 6 mois plus tard, il exigea les Sudètes de la Tchécoslovaquie. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, désespéré d'éviter la guerre, s'envola pour Munich et accepta les conditions de Hitler. Chamberlain rentra à Londres, agitant un papier promettant « la paix pour notre temps ». En moins de 6 mois, Hitler s'était emparé du reste de la Tchécoslovaquie, rendant les promesses de Chamberlain sans valeur. 1er septembre 1939, à 4h45 du matin. Les forces allemandes envahirent la Pologne par l'ouest. 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France déclarèrent la guerre. La Seconde Guerre mondiale avait commencé. La machine militaire d'Hitler opérait avec une efficacité terrifiante. La Pologne tomba en 35 jours. Le Danemark et la Norvège s'effondrèrent en avril 1940. Puis vint le coup de théâtre. Entre le 10 mai et le 22 juin 1940,
les forces allemandes conquirent les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Le corps expéditionnaire britannique échappa de justesse à Dunkerque. En 6 semaines, Hitler avait accompli ce que l'Allemagne du Kaiser Guillaume n'avait pas réussi à faire en 4 ans pendant la Première Guerre mondiale. Debout sur la Tour Eiffel en juin 1940, Hitler contemplait la Concorde, Paris, et, l'espace d'un instant, il semblait avoir gagné. L'Europe de l'Ouest était sous occupation nazie. Seule la Grande-Bretagne restait défiant de l'autre côté de la Manche. Mais Hitler avait déjà tourné son regard vers l'Est, en direction de l'Union soviétique et du Lebensraum, qu'il estimait nécessaire au peuple allemand. Pourtant, la conquête n'était qu'une partie de sa vision. L'autre partie était l'extermination. Le 20 janvier 1942, 15 responsables nazis se réunirent dans une villa au bord d'un lac à Wannsee, une banlieue de Berlin. Au cours du petit déjeuner, le SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich présenta la solution finale, un plan systématique visant à assassiner 11 millions de juifs européens. Ils discutèrent de la logistique, comme des directeurs d'usines planifiant des quotas de production, des horaires ferroviaires, la capacité de mise à mort, les méthodes d'élimination des corps. L'Holocauste avait commencé par à-coups depuis 1939. Désormais, il deviendrait industriel, systématique, total. Hitler n'a jamais signé d'ordre écrit pour la solution finale. Il n'en avait pas besoin. Ses discours rendèrent ses intentions parfaitement claires. Dans un discours au Reichstag le 30 janvier 1939, il déclara que si la juiverie internationale plongeait l'Europe dans la guerre, le résultat serait l'anéantissement de la race juive en Europe. Ce n'était pas un avertissement. C'était une promesse qu'il passerait les 6 années suivantes à tenir. En 1942, des camps de la mort fonctionnaient à travers toute la Pologne occupée. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. Leur seul but était le meurtre. Des Juifs venus de toute l'Europe étaient transportés dans des wagons à bestiaux vers ces installations. À leur arrivée, des médecins SS procédaient à des sélections. Ceux jugés aptes au travail étaient temporairement épargnés. Les personnes âgées, les enfants, les malades et la plupart des femmes étaient envoyés directement dans des chambres à gaz, déguisées en salles de douche. La mort venait du Zyklon B. Des pastilles étaient lâchées par des ouvertures dans le plafond. En quelques minutes, tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur étaient morts. Les corps étaient incinérés dans d'immenses fours ou brûlés dans des fosses à ciel ouvert. Les cendres étaient déversées dans les rivières ou utilisées comme engrais. 6 millions de Juifs ont été assassinés. Les 2/3 des Juifs d'Europe ont été effacés. Des communautés entières qui existaient depuis des siècles ont disparu. Rien qu'en Pologne, plus de 3 millions de Juifs ont péri. Les nazis ont également assassiné systématiquement des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques, l'intelligentsia polonaise, des personnes handicapées, des homosexuels et des dissidents politiques. Des dizaines de millions de civils et de prisonniers de guerre sont morts à cause de la persécution nazie, des politiques d'occupation et du génocide. Hitler a dirigé ce génocide tout en menant simultanément la guerre la plus destructrice de l'histoire humaine. L'opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, a envoyé plus de 3 millions de soldats allemands en Union soviétique. Hitler avait sous-estimé la capacité militaire soviétique. Il s'attendait à une victoire en quelques mois. Au lieu de cela, la Wehrmacht s'est retrouvée engagée dans une guerre d'anéantissement brutal. La bataille de Stalingrad, qui dura d'août 1942 à février 1943, devint le tournant de la guerre. Plus de 2 millions de soldats et de civils sont morts ou ont été blessés lors de cette seule bataille. La 6e armée allemande, autrefois considérée comme invincible, s'est rendue. Pourtant, Hitler refusa d'accepter la réalité. Alors que les Alliés se rapprochaient à la fois de l'Est et de l'Ouest, il détourna des ressources vers la Shoah. Des trains nécessaires pour le ravitaillement militaire transportaient à la place des Juifs vers les camps de la mort.
À la fin de 1944, alors que les forces soviétiques approchaient d'Auschwitz, la SS intensifia les massacres. Même dans la défaite, le génocide resta une priorité. En avril 1945, les forces soviétiques combattaient dans les rues de Berlin. Le Reich qu'Hitler avait promis de faire durer 1000 ans s'effondrait après 12. Le 30 avril 1945, dans son bunker souterrain sous la chancellerie du Reich, Hitler dicta son testament politique final. Il accusa tout le monde sauf lui-même, les Juifs, les généraux, le peuple allemand qui, selon lui, l'avait trahi. Il épousa alors sa compagne de longue date, Eva Braun, fit ses adieux à son personnel et se retira dans ses appartements, ses quartiers privés. Aux environs de 15h30, il se tira une balle dans la tête tout en croquant une capsule de cyanure. Eva Braun ne prit que du poison. Leurs corps furent transportés dans le jardin de la chancellerie, arrosés d'essence et brûlés. La mort d'Hitler arriva trop tard pour ses victimes. La guerre en Europe prit officiellement fin le 8 mai 1945. Le bilan final fut stupéfiant. Entre 70 et 85 millions de morts, des villes entières détruites, des millions de personnes déplacées. La Shoah révéla la capacité de l'humanité à commettre des meurtres industrialisés. Hitler voulait remodeler le monde par la violence. Au lieu de cela, il n'a laissé que des ruines et des charniers. Aujourd'hui, les historiens reconnaissent Hitler comme l'incarnation du mal absolu. Son nom est devenu synonyme de génocide et d'horreur totalitaire. Pourtant, comprendre comment il est arrivé au pouvoir reste essentiel. Il n'était pas une force étrangère, ni un mal surnaturel. C'était un homme qui a exploité la peur, le nationalisme et le désespoir économique. Il promettait des solutions simples à des problèmes complexes, il désignait des boucs émissaires et proposait la violence comme remède. Des millions de personnes l'ont suivi volontairement, soit en soutenant activement ses crimes, soit en restant silencieuses alors que leurs voisins disparaissaient. La leçon est inconfortable, mais essentielle. Le mal de Hitler a nécessité des complices, des facilitateurs et d'innombrables gens ordinaires qui ont fait de petits compromis moraux, qui, accumulés, ont mené à la catastrophe. Mais tandis qu'Hitler orchestrait l'Holocauste depuis sa chancellerie, un homme travaillait sans relâche. De l'autre côté de l'Atlantique, pour rallier les forces de la démocratie contre la tyrannie, Franklin Delano Roosevelt, le dirigeant qui a mobilisé la démocratie. Le 8 décembre 1941, le président Franklin Delano Roosevelt s'est adressé à une session conjointe du Congrès. Sa voix s'est propagée à travers la nation par des millions de postes de radio. Hier, le 7 décembre 1941, une date qui restera marquée par l'infamie, les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. En quelques heures, l'Amérique a déclaré la guerre. La dernière pièce de la coalition mondiale contre Hitler venait de se mettre en place. Roosevelt se préparait à ce moment depuis des années. Mais son chemin vers le leadership en temps de guerre était tout sauf inévitable. Né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, dans l'État de New York, Roosevelt venait d'un milieu privilégié. La famille Roosevelt était riche, bien connectée et politiquement influente. Son cousin éloigné, Theodore Roosevelt, avait été président. Franklin semblait destiné à une grandeur similaire. Il a fréquenté Harvard, étudié le droit à Columbia et est entré en politique en tant que sénateur de l'État de New York en 1910. En 1913, le président Woodrow Wilson l'avait nommé secrétaire adjoint à la marine. Sa trajectoire de carrière le menait vers les plus hautes fonctions. Puis la catastrophe frappa. En août 1921, alors qu'il était en vacances sur l'île de Campobello, Roosevelt développa des symptômes que les médecins diagnostiquèrent plus tard comme étant la polio. En quelques jours, il fut paralysé de la taille jusqu'aux pieds. Il avait 39 ans. Sa carrière politique semblait terminée. Beaucoup de ses conseillers lui conseillèrent de se retirer de la vie publique. Roosevelt refusa. Grâce à une détermination sans faille et à des traitements innovants, il s'apprit à marcher sur de courtes distances,
à l'aide de béquilles et d'une canne, bien qu'il n'ait jamais retrouvé toute sa mobilité. Il garda en grande partie son handicap caché du public. Il comprenait que les Américains pourraient ne pas accepter un président physiquement handicapé. Les photographes évitaient volontairement de le montrer en fauteuil roulant. Il apprit à projeter de la force tout en dissimulant sa faiblesse. En 1928, il fut élu gouverneur de l'État de New York. 4 ans plus tard, au plus fort de la Grande Dépression, il battit le président sortant Herbert Hoover. Le 4 mars 1933, quelques semaines seulement après que Hitler soit devenu chancelier allemand, Roosevelt prêta serment en tant que président. Son premier discours inaugural devint légendaire. La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. L'Amérique avait besoin de cette confiance. 25% de chômage, des banques en faillite, des fermes saisies, la nation était à genoux. Les programmes du New Deal de Roosevelt ont transformé le rôle du gouvernement fédéral dans la vie américaine, la sécurité sociale. Des programmes fédéraux d'emploi, des réformes bancaires, une aide à l'agriculture. Tous n'ont pas réussi, mais ensemble, ils ont redonné espoir. Plus important encore, ils ont démontré qu'un gouvernement démocratique pouvait répondre à la crise sans renoncer à la démocratie elle-même. Un contraste frappant avec l'Europe, où la dépression économique poussait les nations vers le fascisme. Mais Roosevelt observait avec une inquiétude croissante les événements de l'autre côté de l'Atlantique. La montée de Hitler, l'agression de Mussolini en Éthiopie, la guerre civile espagnole, les accords de Munich, l'invasion de la Pologne. Il comprenait que la neutralité américaine ne durerait pas. Les lois de neutralité des années 1930, adoptées par un congrès isolationniste, l'empêchaient légalement d'aider la Grande-Bretagne ou la France. Roosevelt contournait cependant ces restrictions par tous les moyens possibles. Après la chute de la France en juin 1940, la Grande-Bretagne se retrouva seule. Le Premier ministre Winston Churchill envoya des messages désespérés à Roosevelt, le suppliant de fournir des destroyers américains, des armes et des vivres. Roosevelt voulait aider, mais il faisait face à une opposition politique énorme. L'élection présidentielle de 1940 approchait, et le sentiment isolationniste restait fort. Charles Lindbergh et le comité America First plaidaient avec passion contre toute intervention. Roosevelt prit un pari calculé. En septembre 1940, il accepta de transférer 50 destroyers vieillissants à la Grande-Bretagne, en échange de baux de 99 ans, sur des bases navales britanniques dans l'hémisphère occidental. Il déclara que c'était l'action la plus importante pour le renforcement de notre défense nationale depuis l'achat de la Louisiane. Les critiques qualifièrent cela de don illégal, mais Roosevelt avait engagé les ressources américaines pour la survie de la Grande-Bretagne sans que le Congrès ne déclare la guerre. Il remporta sa réélection en novembre 1940, brisant la tradition des 2 mandats instaurés par George Washington. En décembre, il prononça l'une de ses plus importantes causeries au coin du feu. « L'Amérique, déclara-t-il, doit devenir le grand arsenal de la démocratie. » Il proposa le programme Prêt-Bail, qui lui permettait de prêter ou de louer des armes à toute nation, dont la défense était vitale pour la sécurité américaine. En mars 1941, le Congrès adopta la loi Prêt-Bail. Les usines américaines commencèrent à produire des armes pour la Grande-Bretagne à une échelle sans précédent. Lorsque Hitler envahit l'Union soviétique en juin 1941, Roosevelt étendit le programme Prêt-Bail au gouvernement de Staline. Beaucoup d'Américains furent horrifiés. L'Union soviétique était une dictature communiste qui venait tout juste de conclure un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Roosevelt comprenait ce calcul brutal. L'armée rouge de Staline était la seule force capable de retenir l'essentiel de la puissance militaire allemande. Si l'Union soviétique tombait, Hitler contrôlerait toute l'Europe. L'aide américaine à l'URSS ne signifiait pas l'approbation de Staline. Il s'agissait de s'assurer que l'Allemagne combatte sur 2 fronts. Puis vint Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941,
des avions embarqués japonais attaquèrent la flotte américaine du Pacifique. Plus de 2400 Américains périrent, 8 cuirassés furent coulés ou endommagés. Roosevelt s'était engagé sur la voie de la guerre contre l'Allemagne, mais le Japon frappa le premier. 4 jours plus tard, Hitler résolut le problème de Roosevelt en déclarant la guerre aux États-Unis. Désormais, l'Amérique faisait face à des ennemis sur les 2 océans. Roosevelt transforma immédiatement la nation en ce qu'il avait promis, l'arsenal de la démocratie. La production industrielle américaine dépassa toutes les prévisions. Rien qu'en 1944, les usines américaines produisirent près de 100 000 avions, 17 000 chars et d'immenses quantités de munitions, de véhicules et de fournitures. Les chantiers navals américains lançaient un navire marchand chaque jour. Cette mobilisation industrielle, plus que n'importe quelle campagne militaire, permit de gagner la guerre. Mais Roosevelt était bien plus qu'un simple organisateur industriel. Il devint la pièce maîtresse de la grande alliance entre l'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Gérer cette coalition exigeait des compétences diplomatiques extraordinaires. Churchill était un orateur brillant, mais parfois un stratège imprudent. Staline était un dictateur paranoïaque qui soupçonnait ses alliés de vouloir que l'Union soviétique s'épuise pendant qu'ils restaient en sécurité. Roosevelt devait équilibrer leurs exigences concurrentes tout en faisant avancer les intérêts américains. Lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943, Roosevelt annonça que les Alliés n'accepteraient rien de moins que la reddition sans condition de l'Allemagne. Aucune paix négociée, aucun armistice qui pourrait permettre au nazisme de survivre et de se regrouper, la victoire totale ou la poursuite de la guerre. À Téhéran, en novembre 1943, Roosevelt rencontra Staline pour la première fois. Les 2 hommes discutèrent de l'opération Overlord, l'invasion planifiée de la France occupée par les nazis. Staline réclamait un second front depuis des années, arguant que l'Union soviétique supportait l'essentiel du fardeau de la guerre, tandis que la Grande-Bretagne et l'Amérique combattaient dans des théâtres périphériques. Roosevelt promit que l'opération Overlord serait lancée en mai 1944. Il tint parole. Le 6 juin 1944, les forces alliées ont pris d'assaut les plages de Normandie. Plus de 150 000 soldats ont débarqué le jour J. En août, Paris était libéré. Mais le coup physique de la guerre sur Roosevelt devenait visible. Paralysé des jambes depuis 1921, gérer l'énorme stress d'une guerre mondiale depuis un fauteuil roulant l'avait épuisé. Les photographies de 1944 montrent une silhouette émaciée et grise, qui ressemble peu aux dirigeants vigoureux de 1933. Son médecin personnel savait qu'il était en train de mourir. Roosevelt le savait aussi, pourtant il se présenta pour un 4e mandat sans précédent en 1944, remportant l'élection face au candidat républicain Thomas Dewey. La nation n'allait pas changer de dirigeant alors que la victoire était enfin en vue, mais la santé de Roosevelt se détériorait rapidement. Il souffrait d'insuffisance cardiaque congestive et d'une hypertension sévère. Chaque jour était une lutte. En février 1945, Roosevelt se rendit à Yalta, en Crimée soviétique, pour son dernier sommet avec Churchill et Staline. Les dirigeants alliés planifièrent l'occupation de l'Allemagne, la création des Nations Unies et l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre contre le Japon. Des critiques ont ensuite affirmé que Roosevelt avait trop cédé à Staline à Yalta. La réalité était plus complexe. Les armées soviétiques occupaient déjà l'Europe de l'Est. Roosevelt avait une marge de manœuvre limitée. Il obtint l'engagement de Staline à entrer en guerre contre le Japon, ce qui pouvait potentiellement sauver des centaines de milliers de vies américaines lors de l'invasion prévue des îles principales du Japon. Roosevelt rentra en Amérique épuisé. Le 12 avril 1945, alors qu'il se reposait dans sa résidence de Warm Springs, en Géorgie, il se plaignit d'un terrible mal de tête. Il avait subi une hémorragie cérébrale massive. À 15h35, Franklin Delano Roosevelt mourut. Il avait 63 ans.
Il avait exercé la fonction de président pendant 12 ans et 39 jours, guidant l'Amérique à travers ses deux plus grandes crises, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Roosevelt n'a jamais vu le jour de la victoire en Europe, qui arriva moins d'un mois après sa mort. Il n'a jamais été témoin de la victoire finale de la guerre, mais c'est son leadership qui a rendu cette victoire possible. Il a transformé une nation isolationniste, affaiblie par la dépression, en la première puissance économique et militaire du monde. Il a forgé la coalition qui a détruit le régime d'Hitler. Mais surtout, il a prouvé que la démocratie pouvait vaincre le fascisme sans devenir elle-même fasciste. Aujourd'hui, les historiens classent constamment Roosevelt parmi les 3 plus grands présidents américains, aux côtés de Washington et Lincoln. Il a dirigé la nation à travers une crise existentielle tout en élargissant la participation démocratique et la sécurité économique. Ces causeries au coin du feu ont amené la présidence directement dans les foyers américains. Ces programmes de New Deal ont offert un filet de sécurité aux plus vulnérables. Son leadership en temps de guerre a démontré que la démocratie, malgré son désordre et ses débats, possédait des forces que le totalitarisme ne pourrait jamais égaler. Là où Hitler promettait un Reich de 1000 ans fondé sur la suprématie raciale et n'a abouti qu'à des ruines et à la honte, Roosevelt a contribué à bâtir des institutions destinées à prévenir de futurs holocaustes, les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Ce n'étaient pas des solutions parfaites, mais elles incarnaient une vision de coopération internationale plutôt que de domination. Pourtant, alors que Roosevelt mobilisait des armées pour combattre Hitler de l'autre côté de l'Atlantique, la machine génocidaire fonctionnait à plein régime dans l'Europe occupée. Et aucun homme n'incarnait mieux l'efficacité froide de cette machine qu'Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, l'architecte du génocide. Le 4 octobre 1943, à Poznań, en Pologne, le Reichsführer SS Heinrich Himmler s'adressa à un rassemblement de hauts officiers SS. Ses paroles furent enregistrées, conservant pour l'histoire l'un des discours les plus glaçants jamais prononcés. Il parla ouvertement de l'Holocauste, ce que les dirigeants nazis faisaient rarement de façon explicite. « Je parle de l'évacuation des Juifs, de l'extermination du peuple juif », a-t-il déclaré. La plupart d'entre vous savent ce que cela signifie lorsque 100 corps sont allongés ensemble, lorsque 500 sont là ou lorsqu'il y en a 1000. Et avoir mené cela à terme et, à l'exception des faiblesses humaines, être resté correct, c'est ce qui nous a rendus durs. Voilà Heinrich Himmler, non pas un démagogue hurlant comme Hitler. Ce n'était pas un commandant de camp sadique qui tirait un plaisir personnel de la violence. Himmler était quelque chose de plus terrifiant, un bureaucrate de la mort qui considérait le génocide comme un défi administratif, nécessitant organisation, efficacité et dévouement au devoir. Né le 7 octobre 1900 à Munich, Heinrich Himmler venait d'une famille bavaroise respectable. Son père était instituteur et précepteur de la royauté bavaroise. Le jeune Heinrich était un enfant maladif, physiquement faible, souffrant de troubles gastriques chroniques qui le tourmenteraient toute sa vie. Il tenait des journaux intimes détaillés, notant sa santé, ses lectures et son obsession grandissante pour la mythologie allemande et la théorie raciale. Il était trop jeune pour combattre pendant la Première Guerre mondiale, ce qui semblait le hanter. Lorsque la Révolution a balayé l'Allemagne en 1918 et 1919, Himmler a brièvement rejoint une unité paramilitaire d'extrême droite, mais il n'a vu aucun combat. À la place, il étudia l'agriculture à l'Université technique de Munich, dont il sortit diplômé en 1922. Il travailla brièvement comme éleveur de poulets. C'était un début peu remarquable pour un homme qui allait devenir la deuxième figure la plus puissante de l'Allemagne nazie. Himmler rejoignit le parti nazi en 1923, recevant le numéro d'adhérent 14 303. Il participa au putsch manqué de la brasserie de Hitler en novembre de cette année-là, bien que de façon périphérique. Pendant que Hitler allait en prison, Himmler erra au sein de divers groupes d'extrême droite.
Son tournant décisif eut lieu en 1929, lorsque Hitler le nomma Reichsführer SS, chef de la Schutzstaffel, la petite unité de protection personnelle du parti. À cette époque, la SS comptait moins de 300 hommes. Himmler la transforma en l'organisation la plus puissante et la plus redoutée du régime nazi. Il voyait la SS comme une avant-garde raciale d'élite, grande, blonde, des exemples physiquement parfaits de la race aryenne mythique. Les candidats devaient prouver leur pureté raciale jusqu'en 1750. Ils subissaient un entraînement physique et idéologique rigoureux. En 1933, la SS comptait 52 000 membres après la prise de pouvoir de Hitler. L'empire de Himmler s'est étendu de façon exponentielle. En 1934, Hitler donna à Himmler le contrôle de la Gestapo, la police secrète d'État. Désormais, Himmler commandait à la fois les forces paramilitaires de la SS et l'appareil de terreur d'État. Le système des camps de concentration, initialement créé pour détenir des prisonniers politiques, devint le domaine de Himmler. Dachau, ouvert en mars 1933, servit de modèle. En 1939, 6 grands camps étaient en activité à l'intérieur des frontières de l'Allemagne d'avant-guerre. Mais les ambitions de Himmler allaient en bien au-delà de l'emprisonnement des ennemis politiques. Il était obsédé par l'idéologie raciale. Il croyait en une race aryenne mythique qui aurait autrefois dominé le monde et qui devait être purifiée et restaurée. Il a fondé l'Anunneraba, un groupe de réflexion SS dédié à la recherche sur l'histoire supposée des Aryens et la science raciale. Il a envoyé des expéditions au Tibet à la recherche des origines raciales. Il étudiait les anciennes runes germaniques et les rituels païens. La plupart de ses recherches relevaient du non-sens pseudo-scientifique, mais Himmler les traitait avec une dévotion quasi religieuse. Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, l'occasion de Himmler arriva. À la suite de la Wehrmacht, les Einsatzgruppen, des escadrons mobiles de la mort SS, entrèrent en Pologne, chargés d'assassiner les intellectuels, le clergé et les juifs polonais. Entre septembre et décembre 1939, plus de 50 000 Polonais furent assassinés dans ce que la direction nazie appelait le nettoyage de la maison. Ce n'était qu'une préparation à ce qui allait suivre. L'opération Barbarossa, en juin 1941, offrit à Himmler l'environnement idéal pour réaliser sa vision raciale. 4 unités d'Einsatzgruppen, totalisant environ 3000 hommes, suivirent l'armée allemande en Union soviétique. Leurs ordres étaient explicites, tuer tous les hommes juifs en âge de servir dans l'armée. En quelques semaines, ces ordres furent élargis pour inclure les femmes et les enfants. Les Einsatzgruppen exécutaient leurs victimes à bout portant, les enterrant dans des fosses communes ou les forçant à creuser leur propre tombe avant l'exécution. À Babi Yar, un ravin situé à l'extérieur de Kiev, l'Einsatzgruppen C assassina 33 771 juifs en 2 jours en septembre 1941. Les victimes reçurent l'ordre de se déshabiller, de remettre leurs objets de valeur, puis de marcher jusqu'au bord du ravin. Des rafales de mitrailleuses les abattaient par vagues. Ceux qui n'étaient pas tués sur le coup étaient enterrés vivants sous la vague suivante de corps. À la fin de 1941, les Einsatzgruppen avaient assassiné environ 500 000 personnes. Mais les fusillades étaient inefficaces et psychologiquement éprouvantes pour les bourreaux. Certains membres de la SS ont subi des crises nerveuses, d'autres buvaient beaucoup pour supporter les tueries. Himmler, toujours l'administrateur, chercha des méthodes plus efficaces. Les camions à gaz apportèrent une solution partielle. Les victimes étaient enfermées dans des camions hermétiques. Le monoxyde de carbone provenant du moteur était injecté dans la zone de chargement. La mort survenait en 10 à 15 minutes, mais cela aussi s'avéra insuffisant face à l'ampleur des massacres envisagés par Himmler. La réponse fut le camp d'extermination. À la fin de l'année 1941, Himmler ordonna la construction d'installations conçues uniquement pour le meurtre de masse. Belzec ouvrit en mars 1942, capable de tuer 15 000 personnes par jour. Sobibor suivit en avril. Treblinka en juillet.
Ce n'étaient pas des camps de concentration où les prisonniers travaillaient. C'étaient des usines de mort. Les victimes arrivèrent par train, étaient immédiatement envoyées dans des chambres à gaz déguisées en douche, puis incinérées. La plupart ont vécu moins de 2 heures entre leur arrivée et leur décès. Auschwitz-Birkenau. Le plus grand des camps de la mort combinait travail forcé et extermination. Son commandant, Rudolf Höss, a témoigné plus tard qu'entre mai 1940 et novembre 1944, environ 1 100 000 personnes y avaient été assassinées. Plus de 90% étaient juifs, mais Auschwitz a également tué des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et des prisonniers polonais. À pleine capacité, Auschwitz pouvait assassiner 6 000 personnes par jour. Himmler visita Auschwitz le 17 juillet 1942, assistant personnellement à l'ensemble du processus de mise à mort, de la sélection à la crémation. Il ne montra aucune émotion. Il approuva les procédures. Il ordonna d'augmenter la capacité pour Himmler. Ce n'était qu'une simple administration. Il accomplissait la volonté du Führer avec l'efficacité allemande. En 1943, Himmler contrôlait un empire. La Waffen-SS comptait près de 900 000 soldats combattant aux côtés de la Wehrmacht. La Gestapo opérait dans toute l'Europe occupée. Les camps de concentration détenaient des centaines de milliers de prisonniers, et les camps d'extermination poursuivaient leur sinistre besogne. La solution finale était devenue le plus grand projet de Himmler. Pourtant, alors que la guerre tournait à la défaveur de l'Allemagne, le pouvoir de Himmler devint sa malédiction. En juillet 1944, après l'échec de l'attentat contre Hitler, Himmler reçut le commandement de l'armée de réserve. Il n'avait aucune formation ni expérience militaire, ses tentatives de commander des armées sur le terrain se révélèrent désastreuses, mais il continua d'étendre le pouvoir de la SS, même alors que l'Allemagne s'effondrait. Au printemps 1945, alors que les forces soviétiques approchèrent de Berlin, Himmler contacta secrètement les alliés occidentaux par l'intermédiaire du diplomate suédois, le comte Folke Bernadotte. Himmler proposa de capituler auprès des Américains et des Britanniques, en excluant les Soviétiques. Il croyait apparemment pouvoir négocier, voire conserver une certaine position dans une Allemagne d'après-guerre. Quand Hitler apprit cette trahison, il démit Himmler de tous ses postes et ordonna son arrestation. Himmler s'enfuit. Le 21 mai 1945, les forces britanniques le capturèrent à un point de contrôle. Il portait un cache-œil et était en possession de faux papiers. 2 jours plus tard, lors d'un examen médical, il a croqué dans une capsule de cyanure dissimulée dans sa bouche. Il est mort en quelques minutes. Heinrich Himmler avait 44 ans. L'ampleur totale de ses crimes est devenue évidente lors des procès de Nuremberg et des enquêtes qui ont suivi. En tant que Reichsführer SS et chef de la police allemande, Himmler portait la responsabilité directe de l'Holocauste. Plus de 6 millions de Juifs assassinés, 5 millions d'autres prisonniers de guerre soviétiques, Roms, personnes handicapées, prisonniers politiques et autres tués sous son autorité. Le système des camps de concentration, les Einsatzgruppen, les camps d'extermination, tout cela fonctionnait sous son commandement. Il avait transformé le génocide en un processus industriel, appliquant des méthodes bureaucratiques modernes à une haine ancestrale. Aujourd'hui, les historiens reconnaissent Himmler comme l'un des plus grands meurtriers de masse de l'histoire. Contrairement à Hitler, qui assistait rarement aux conséquences de ses ordres, Himmler observait personnellement les exécutions et le fonctionnement des camps. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il appelait cela son devoir. Il disait que c'était nécessaire. Il qualifiait ses bourreaux d'hommes respectables pour ne pas avoir faibli dans leurs terribles tâches. C'était la banalité du mal dans sa forme la plus pure. Himmler n'était ni fou ni possédé par des démons. C'était un employé, un bureaucrate, un cadre intermédiaire qui se trouvait gérer un génocide. Il tenait des registres détaillés. Il rédigeait des notes de service. Il assistait à des réunions. Et il a assassiné des millions de personnes, avec le même dévouement organisationnel que d'autres pourraient mettre à diriger une entreprise de transport. Mais tandis que Himmler orchestrait l'Holocauste depuis ses bureaux, sur le terrain, ses politiques étaient mises en œuvre par des hommes qui faisaient fonctionner les camps de la mort. Personne n'incarnait mieux le sadisme personnel sous-jacent au meurtre bureaucratique que Joseph Mengele. Joseph Mengele, l'ange de la mort.
Les sélections à Auschwitz-Birkenau suivaient une routine. Les trains arrivaient sur le quai de la gare du camp. Les familles sortaient en titubant des wagons à bestiaux, épuisés par des jours sans nourriture ni eau. Les officiers SS les divisaient en deux files. Une file allait vers le camp pour le travail forcé. L'autre file allait directement vers les chambres à gaz. La plupart des sélections étaient effectuées par de jeunes officiers SS qui jetaient à peine un regard aux prisonniers. Mais certaines sélections étaient différentes. Lorsque le grand et bel officier SS descendait sur le quai, les survivants ont plus tard témoigné qu'un frisson parcourait la foule. Joseph Mengele effectuait les sélections avec enthousiasme, voire avec joie. Il sifflait des airs d'opéra tout en indiquant la gauche ou la droite avec sa baguette. Il portait des uniformes impeccables et gardait une apparence soignée, même dans la saleté et l'horreur d'Auschwitz. Et il était toujours à l'affût des jumeaux. Joseph Mengele est né le 16 mars 1911 à Günzburg, en Bavière. Sa famille possédait une entreprise prospère de machines agricoles. Mengele a reçu une excellente éducation, étudiant la philosophie et la médecine. Il a obtenu des doctorats en anthropologie et en médecine à l'université de Munich. Il était intelligent, cultivé et profondément imprégné de l'idéologie raciale nazie. Mengele a rejoint le parti nazi en 1937 et la SS en 1938. Il a travaillé à l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale de Francfort, étudiant la génétique sous la direction du professeur Ottmar Freiherr von Verschuer, un fervent défenseur de la science raciale. Les recherches de Mengele portaient sur les facteurs héréditaires, en particulier chez les jumeaux. Lorsque la guerre éclata, il servit comme médecin militaire au sein de la Waffen-SS sur le front de l'Est, recevant la Croix de fer pour avoir sorti des soldats blessés d'un char en flammes. En 1943, il reçut l'ordre de se présenter à Auschwitz-Birkenau. Auschwitz lui offrait un nombre illimité de sujets humains pour ses recherches. Pas de comité d'éthique, pas de formulaire de consentement, personne pour dire non. Il pouvait expérimenter sur qui il voulait. Et lorsque ces sujets mouraient des suites de ces expériences, d'autres arrivaient toujours par le prochain convoi. L'obsession de Mengele, c'était les jumeaux. Il pensait que leur étude pourrait percer les secrets de l'hérédité et aider les femmes allemandes à donner naissance à plusieurs enfants ariens. Lorsque les transports arrivèrent, il parcourut le quai à la recherche des jumeaux. Zwillinge heraus, and Aure criait. Les jumeaux s'avançaient. Parfois, les parents proposaient eux-mêmes leurs jumeaux, espérant que cela les épargnerait. Cela les épargnait généralement, mais seulement temporairement. Mengele logeait ses jumeaux dans une baraque spéciale, les nourrissait mieux que les autres prisonniers, leur donnait même des bonbons. Il l'appelait « Oncle Mengele ». Mengele injectait des produits chimiques dans les yeux des jumeaux, essayant d'en changer la couleur. Il infectait un jumeau avec une maladie, puis tuait les deux pour comparer les autopsies. Il pratiquait des opérations chirurgicales sans anesthésie. Il forçait des transfusions sanguines entre des jumeaux de groupes sanguins différents. Il a tenté de créer des jumeaux siamois en les reliant chirurgicalement. Le taux de mortalité était de 100%. Vera Kriegel, une survivante d'Auschwitz, a plus tard témoigné avoir été un sujet de Mengele. Elle a été sélectionnée avec sa sœur jumelle. Mengele leur prélevait de grandes quantités de sang à plusieurs reprises, les laissant faibles et étourdis. Il mesurait chaque partie de leur corps avec un pied à coulisse. Il les photographiait nus sous tous les angles. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il se contentait de sourire et disait que c'était pour la science. Mais les expériences de Mengele ne se limitèrent pas aux jumeaux. Il prélevait les yeux de victimes atteintes d'hétérochromie, c'est-à-dire ayant des yeux de couleurs différentes dans chaque orbite. Il conservait une collection de ces yeux dans des bocaux dans son laboratoire. Il a mené des expériences sur des personnes atteintes de nanisme, en particulier sur une famille de juifs roumains, la famille Ovitz. Il a réalisé des expériences testant les limites de l'endurance humaine à l'eau froide, aux brûlures et à l'empoisonnement. Entre 1943 et 1944, Mengele a mené des expériences sur environ 3000 jumeaux à Auschwitz. Moins de 200 ont survécu. Aucune de ces expériences n'a produit de données scientifiques valables. Il s'agissait de tortures déguisées en recherche, du sadisme enveloppé dans le langage de la science. Ce qui rendait Mengele particulièrement terrifiant, ce n'était pas seulement sa cruauté. De nombreux officiers SS à Auschwitz étaient cruels. C'était son attitude.
Les survivants le décrivaient systématiquement comme charmant, cultivé, voire amical avec ses victimes avant de les tuer. Il parlait doucement, il souriait, il offrait des bonbons aux enfants avant de leur injecter du phénol pour arrêter leur cœur. Il jouait de la musique pendant qu'il procédait aux sélections. Il semblait réellement apprécier son travail. Le 17 janvier 1945, alors que les forces soviétiques approchaient, Mengele s'est enfui d'Auschwitz. Il a emporté avec lui ses notes de recherche, les considérant comme des données scientifiques précieuses. Il s'est dirigé vers l'ouest et a fini par se rendre aux forces américaines sous une fausse identité. Les Américains, ne réalisant pas qui ils avaient capturé, l'ont relâché. En 1949, Mengele s'était enfui en Argentine. Il a vécu en Amérique du Sud pour le reste de sa vie, se déplaçant entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Des chasseurs de nazis, en particulier Simon Wiesenthal, l'ont recherché pendant des décennies. Le gouvernement allemand l'a condamné par contumace en 1968 et a émis un mandat d'arrêt international. Le gouvernement israélien, qui avait capturé et exécuté Adolf Eichmann en 1962, fit de Mengele sa cible prioritaire. Mais Mengele était protégé par la communauté d'expatriés allemands d'Amérique du Sud et par des responsables locaux corrompus. Il vivait sous divers pseudonymes, enchaînant les petits boulots, toujours dans la crainte d'être capturé. Sa santé se détériora. Le charmant médecin SS devint un reclus paranoïaque. Le 7 février 1979, alors qu'il nageait dans une station balnéaire à Bertioga, au Brésil, Joseph Mengele fut victime d'une attaque cérébrale et se noya. Il avait 67 ans. Son identité ne fut définitivement confirmée qu'en 1985, lorsque des enquêteurs médico-légaux exhumèrent un corps enterré sous le nom de Wolfgang Gerhardt. Des tests ADN réalisés en 1992 apportèrent la confirmation finale. L'ange de la mort avait échappé à la justice, mourant paisiblement tandis que ses victimes, ceux qu'il n'avait pas assassinés, portèrent des cicatrices physiques et psychologiques pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, le nom de Mengele incarne la corruption de la médecine par l'idéologie. Le Code de Nuremberg, établi lors du procès des médecins en 1947, a créé des lignes directrices éthiques pour l'expérimentation humaine. En réponse directe aux crimes médicaux nazis, en particulier ceux commis par Mengele et ses collègues. Les étudiants en médecine du monde entier étudient ces crimes comme un avertissement sur ce qui se produit lorsque les médecins renoncent à leur serment de ne pas nuire. Les notes de recherche avec lesquelles Mengele s'est enfui, qu'il considérait comme si précieuses, ont été jugées scientifiquement sans valeur par les généticiens légitimes qui les ont examinées après la guerre. Sa méthodologie était tellement défaillante, sa tenue de registre si négligée et ses conclusions tellement biaisées par l'idéologie nazie qu'elles n'ont rien apporté à la connaissance humaine. Il avait torturé et assassiné des milliers de personnes pour rien. Tandis que Mengele menait ses expériences dans les laboratoires d'Auschwitz, ailleurs dans le complexe du camp, des gens luttaient pour préserver leur humanité face à l'horreur quotidienne. Et une jeune fille, cachée à des centaines de kilomètres de là, à Amsterdam, consignait ses pensées sur le monde qu'elle espérait revoir un jour. Anne Frank, une voix d'espoir dans les ténèbres. Pour son 13e anniversaire, le 12 juin 1942, Anne Frank reçut un cadeau qui allait faire d'elle l'une des écrivaines les plus célèbres du XXe siècle. C'était un journal intime à carreaux rouges et blancs, muni d'un petit cadenas. Elle l'appela Kitty et commença à y écrire des entrées sous forme de lettres adressées à une amie imaginaire. 3 semaines plus tard, le 6 juillet 1942, sa famille entra dans la clandestinité. Anne Frank allait passer les 2 années suivantes dans une annexe secrète, documentant à la fois la terreur de vivre sous l'occupation nazie et les difficultés universelles de l'adolescence. Anne est née le 12 juin 1929 à Francfort, en Allemagne. Son père, Otto Frank, était un homme d'affaires prospère. Sa mère, Edith, venait d'une famille aisée. Anne avait une sœur aînée, Margot, qui était calme et studieuse, tandis qu'Anne était bavarde et pleine d'énergie. La famille était juive, libérale et parfaitement assimilée à la société allemande. Ils parlaient allemand à la maison. Ils célébraient aussi bien les fêtes juives que chrétiennes. Ils se considéraient d'abord comme allemands. Puis Hitler arriva au pouvoir. En 1933, la famille Frank comprit le danger.
Otto Frank s'installa à Amsterdam où il fonda une entreprise vendant de la pectine pour faire de la confiture. Le reste de la famille le rejoignit en 1934. Pendant 6 ans, ils reconstruisirent leur vie aux Pays-Bas. Anne apprit le néerlandais, alla à l'école, se fit des amis. C'était une fille normale, grandissant dans une famille normale, dans ce qui semblait être un pays sûr. Le 10 mai 1940, cette sécurité vola en éclats. Les forces allemandes envahirent les Pays-Bas. En 5 jours, la résistance néerlandaise s'effondra. La famille Frank se retrouva piégée. Au cours des 2 années suivantes, l'occupation allemande resserra son emprise. Les Juifs furent obligés de se faire recenser. Ils durent porter des étoiles jaunes. Ils furent interdits de parcs, de théâtres, de restaurants. Les enfants juifs furent expulsés des écoles ordinaires. Les entreprises juives furent confisquées. Le 5 juillet 1942, Margot, âgée de 16 ans, reçut une convocation pour se présenter dans un camp de travail allemand. Otto Frank comprit ce que cela signifiait. La famille mit immédiatement à exécution un plan qu'elle préparait depuis un certain temps. Le lendemain matin, portant autant de vêtements que possible pour éviter de transporter des bagages suspects, la famille Frank traversa Amsterdam à pied jusqu'à l'immeuble de bureau d'Otto, au 263 Prinsengracht. Derrière une bibliothèque mobile, aux étages supérieurs de l'immeuble, se trouvait une annexe secrète. Plusieurs petites pièces qui allaient devenir le refuge de 8 personnes. La famille Frank, Otto, Edith, Margot et Anne, Hermann et Augusta Van Pels, leur fils adolescent Peter, et plus tard Fritz Pfeffer, un dentiste. 4 des employés d'Otto connaissèrent la cachette et risquèrent leur vie en apportant de la nourriture, des nouvelles et des provisions. L'annexe était exiguë et inconfortable. Anne partageait une petite chambre avec Fritz Pfeffer, un homme d'âge moyen qu'elle connaissait à peine. Il n'y avait aucune intimité. Il ne pouvait pas tirer la chasse d'eau pendant les heures de travail, de peur que le bruit ne soit entendu. Il ne pouvait pas ouvrir les fenêtres ni parler plus fort qu'un murmure. Il vivait dans la peur constante que le moindre bruit puisse alerter les ouvriers de l'entrepôt en dessous ou les passants à l'extérieur. Pendant 2 ans et 34 jours, ces 8 personnes ont vécu dans environ 42 mètres carrés et Anne Frank a tout documenté dans son journal. Ce qui rend le journal d'Anne extraordinaire, ce n'est pas seulement sa valeur historique en tant que document sur l'Holocauste. C'est qu'Anne était une écrivaine talentueuse qui a su saisir des expériences humaines universelles. Oui, elle a écrit sur la peur d'être découverte et sur les horreurs qui se déroulaient à l'extérieur. Mais elle a aussi écrit sur ses disputes avec sa mère, son premier béguin pour Peter Van Pels, sa frustration face à l'exiguïté des lieux, ses rêves de devenir journaliste. Le 29 mars 1944, elle a écrit « Je veux être utile ou apporter de la joie à tous, même à ceux que je n'ai jamais rencontrés. Je veux continuer à vivre même après ma mort. » Elle avait 14 ans, se cachait de maniaques génocidaires et elle pensait déjà à son héritage en tant qu'écrivaine. Elle a révisé les entrées de son journal, prévoyant de les publier après la guerre. Elle a entendu à la radio un ministre du gouvernement néerlandais appeler les gens à conserver les journaux intimes et les lettres documentant l'occupation allemande. Anne a pris cela très au sérieux, réécrivant des parties de son journal en pensant à la publication. Elle était dans sa cachette exiguë du grenier, en train de devenir une véritable écrivaine. Mais l'annexe ne pouvait pas rester cachée éternellement. Le 4 août 1944, la police de sécurité allemande et des collaborateurs néerlandais ont fait une descente dans l'immeuble. Quelqu'un les avait trahis. Les historiens débattent encore de l'identité du traître. Les 8 personnes cachées furent arrêtées, ainsi que 2 de leurs protecteurs. Ils furent d'abord emmenés dans un camp de transit néerlandais, puis déportés à Auschwitz-Birkenau. Ils arrivèrent le 3 septembre 1944, parmi le dernier grand convoi de juifs néerlandais. À leur arrivée, il y eut la sélection. Otto Frank, en tant qu'homme adulte en bonne santé, fut sélectionné pour le travail forcé. Il a survécu. Edith Frank est morte de faim à Auschwitz le 6 janvier 1945, quelques semaines seulement avant la libération par les Soviétiques.
Anne et Margot furent d'abord sélectionnés pour le travail, mais furent transférés au camp de concentration de Bergen-Belsen, en Allemagne, à la fin du mois d'octobre 1944. Bergen-Belsen n'était pas un camp d'extermination comme Auschwitz. Il n'y avait pas de chambres à gaz. Mais à la fin de 1944, il était complètement surpeuplé, sans nourriture, sans hygiène, et les maladies s'y propageaient sans contrôle. Durant l'hiver 1945, une épidémie de typhus a balayé Bergen-Belsen. Anne et Margot ont toutes deux contracté la maladie. Elles étaient dans des baraquements différents, mais ont réussi à se voir brièvement. Des témoins ont rapporté plus tard qu'Anne croyait que ses parents étaient morts, ce qui l'a dévastée. Margot est morte la première, probablement à la fin du mois de février 1945. Anne est morte quelques jours plus tard, probablement au début du mois de mars 1945. Elle avait 15 ans. Les forces britanniques ont libéré Bergen-Belsen le 15 avril 1945 et Frank était morte depuis environ 6 semaines. Si elle avait survécu un mois de plus, elle aurait été libérée. Otto Frank fut le seul membre des 8 personnes de l'annexe à survivre. Lorsqu'il est retourné à Amsterdam en juin 1945, il a appris que sa femme et ses filles étaient mortes. Mayeb Gis, l'une des personnes qui avait aidé à approvisionner l'annexe, lui remit le journal d'Anne, qu'elle avait trouvé éparpillé sur le sol après l'arrestation, et préservé. Otto Frank lut les mots de sa fille et comprit que le monde devait les lire aussi. En 1947, il publia « Het Acte Huis », l'annexe secrète, en néerlandais. Une traduction anglaise, le journal d'une jeune fille, parut en 1952. Il est devenu l'un des livres les plus lus au monde, traduit en plus de 70 langues. Le journal d'Anne Frank accomplit ce que peu de témoignages sur l'Holocauste parviennent à faire. Il rend l'horreur abstraite de 6 millions de morts personnelles. Les lecteurs connaissent Anne. Ils la voient grandir. Ils partagent ses espoirs. Quand elle meurt, ce n'est pas une statistique. C'est la mort de quelqu'un qu'ils connaissaient. Quelqu'un qui voulait devenir écrivain. Quelqu'un qui croyait que, malgré tout, les gens sont vraiment bons au fond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, la maison Anne Frank à Amsterdam reçoit plus de 1 200 000 visiteurs chaque année. Son journal s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Des écoles du monde entier l'enseignent à la fois comme œuvre littéraire et comme témoignage historique. Anne Frank est devenue un symbole de l'Holocauste lui-même. Non pas parce que son histoire était unique, mais parce qu'elle l'a racontée avec tant d'humanité et d'espoir. La tragédie, c'est que l'histoire d'Anne Frank s'est répétée 1,5 million de fois. C'est le nombre d'enfants juifs qui ont été assassinés pendant l'Holocauste. La plupart n'ont laissé aucun journal. La plupart n'ont laissé rien d'autre qu'un nom, si ce n'est moins. Anne Frank parle pour chacun d'eux. Mais pourtant, alors que les nazis s'efforçaient d'exterminer chaque juif d'Europe, certains individus ont fait un autre choix. Un homme, motivé à parts égales par le profit et la conscience, a démontré que même au cœur de la Pologne, occupée par les nazis, il était encore possible de sauver des vies. Oskar Schindler, le héros improbable. Au printemps 1940, Oskar Schindler a vu une opportunité. Les Allemands avaient conquis la Pologne. Les biens juifs étaient confisqués. La main-d'œuvre était bon marché. Un homme d'affaires avisé pouvait faire fortune. Schindler a acquis une usine de fabrication d'articles en émail à Cracovie et l'a dotée de travailleurs juifs issus du ghetto de Cracovie. Il coûtait moins cher que les ouvriers polonais et ne pouvait pas démissionner. C'était, à tous points de vue, du profit de guerre dans sa forme la plus cynique. En 1945, Oskar Schindler était ruiné, ayant dépensé toute sa fortune à soudoyer des officiers nazis pour sauver la vie de ses ouvriers. Ces ouvriers, 1200 juifs connus sous le nom de Schindler-Juden, ont survécu à l'Holocauste, parce qu'un opportuniste coureur de jupons et grand buveur a décidé que le profit comptait moins que la vie humaine. Les prisonniers étaient battus, affamés et exécutés pour des infractions mineures. L'usine de Schindler est devenue un sanctuaire. Il a soudoyé Goethe,
et d'autres officiers SS pour permettre à ces ouvriers d'être mieux traités. Il leur donnait des rations supplémentaires. Il permettait aux familles de rester ensemble. Lorsque les SS ont tenté d'emmener des ouvriers pour les déporter vers les camps de la mort, Schindler a insisté sur le fait qu'ils étaient essentiels à la production militaire. Il a convaincu les responsables que les enfants pouvaient polir l'intérieur des obus d'artillerie, un travail qui ne pouvait être fait que par de petites mains. C'était un mensonge. Les enfants n'effectuaient aucun travail productif, mais cela leur a sauvé la vie. En 1944, les forces soviétiques avancèrent depuis l'Est. Les Allemands ont commencé à évacuer les camps et les usines. Schindler a demandé à transférer toute son opération à Brunlitz, dans sa Tchécoslovaquie natale. Il a dressé une liste d'ouvriers essentiels à la production, la célèbre liste de Schindler, tapée par Itzhak Stern. Plus de 1200 noms, hommes, femmes, enfants. Beaucoup n'avaient aucune compétence utile. Certains étaient âgés, mais tous ont été déclarés essentiels. Les pots de vin nécessaires pour y parvenir l'ont presque ruiné. Il a acheté la coopération de plusieurs officiers SS. Il a organisé le transfert de machines lourdes dont certaines ont été délibérément sabotées afin qu'elles ne produisent jamais de munitions pour l'Allemagne. L'usine de Brunlitz a fonctionné d'octobre 1944 jusqu'à la libération en mai 1945 et n'a produit presque aucun bien militaire fonctionnel. C'était une façade, une supercherie élaborée conçue pour maintenir en vie plus d'1 millier de Juifs jusqu'à la fin de la guerre. Les coûts étaient énormes. Schindler a dépensé toute sa fortune en pots de vin, nourriture supplémentaire et fournitures médicales. Il a vendu les bijoux de sa femme, il a acheté de la nourriture au marché noir à des prix exorbitants. Il a risqué l'exécution des dizaines de fois. Si les SS avaient découvert que son usine ne produisait rien d'utile pour l'armée, il aurait été fusillé. Pourquoi a-t-il fait cela? Schindler lui-même avait du mal à l'expliquer. « Je connaissais les gens qui travaillaient pour moi », a-t-il dit des années plus tard. Quand on connaît les gens, on doit se comporter envers eux comme des êtres humains. Ce n'était pas de l'idéologie. Il n'a jamais dénoncé le nazisme politiquement. C'était quelque chose de plus fondamental, une reconnaissance de l'humanité commune qui surpassait tout le reste. Le 9 mai 1945, le lendemain de la reddition de l'Allemagne, Schindler s'est enfui de Brunlitz avec sa femme, craignant des représailles soviétiques, en tant que membre du parti nazi et propriétaire d'usine. Ses ouvriers lui ont remis une lettre, signée par chacun d'eux, expliquant ce qu'il avait fait. Ils lui ont offert une bague faite d'or, extrait du pendentaire d'un ouvrier, gravé d'un verset talmudique. « Celui qui sauve une vie sauve le monde entier ». Schindler s'est installé en Argentine, a essayé l'agriculture et a échoué. Il est retourné en Allemagne en 1958, a tenté à nouveau de faire des affaires et a de nouveau échoué. C'était un homme d'affaires déplorable qui buvait trop et n'a jamais su se poser. Mais les Schindler-Juden l'ont soutenu financièrement jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort en Allemagne le 9 octobre 1974 et a été enterré à Jérusalem, le seul membre du parti nazi enterré sur le mont Sion. En 1993, il a été déclaré juste parmi les nations par le mémorial de la Shoah Yad Vashem en Israël. Aujourd'hui, plus de 7000 descendants des Schindler-Juden vivent à travers le monde. Aux funérailles d'Oskar Schindler à Jérusalem, des centaines de survivants sont venus honorer l'homme qui les avait sauvés. Ils se souviennent d'un homme imparfait, complexe, qui a accompli un bien extraordinaire alors qu'il aurait été plus facile de ne rien faire. L'histoire de Schindler nous rappelle que les héros ne sont pas toujours nobles dès le départ. Parfois, ce sont des opportunistes et des profiteurs qui découvrent leur conscience lorsqu'ils sont confrontés au mal. Parfois, la rédemption vient des sources les plus improbables. Et parfois, la différence entre un méchant et un héros réside simplement dans le moment où quelqu'un décide que la vie des autres compte plus que son propre confort, profit ou sécurité. 6 personnes, 3 qui incarnaient la capacité de l'humanité au mal, 3 qui ont démontré sa capacité au bien. Tous ont agi pendant la même guerre, souvent aux mêmes endroits, confrontés aux mêmes choix. Hitler, Himmler et Mengele ont choisi le pouvoir, l'idéologie et la haine. Ils ont construit leur vie autour de la destruction des autres. Hitler a promis la grandeur par la domination.
Himmler a fourni la machine administrative du génocide. Mengele a apporté la touche sadique et personnelle. Ensemble, ils étaient responsables de la mort de millions de personnes. Roosevelt et Frank. Et Oskar Schindler a fait un autre choix. Roosevelt a mobilisé la démocratie contre le fascisme et Frank a gardé l'espoir tout en se cachant pour échapper à l'extermination. Schindler a tout risqué pour sauver des personnes qu'il considérait au départ comme une main-d'œuvre exploitable. Ce contraste révèle une vérité dérangeante. Les bourreaux détenaient le pouvoir institutionnel. Ils commandaient des armées, contrôlaient des gouvernements, géraient des camps de la mort. Les héros n'avaient que leur choix. Roosevelt avait certes le pouvoir politique, mais il faisait face à une opposition énorme. Anne Frank n'avait qu'un journal intime et la détermination de préserver son humanité. Schindler n'avait que sa ruse et sa conscience. Pourtant, au final, qui a vraiment gagné? Le Reich de Milan d'Hitler a duré 12 ans et s'est terminé dans un bunker. Himmler est mort en fugitif. Mengele a passé 34 ans à se cacher en Amérique du Sud, mourant dans l'obscurité. Leurs noms sont synonymes de mal. Leur héritage se résume à des ruines et des charniers. Roosevelt a contribué à bâtir des institutions conçues pour prévenir de futurs holocaustes. Le journal d'Anne Frank a été lu par des millions de personnes et continue d'enseigner aux nouvelles générations le coût humain de la Shoah. Les descendants de Schindler se comptent par milliers. Leurs noms évoquent le courage, l'espoir et la rédemption. La leçon n'est pas que le bien triomphe toujours du mal. Trop de personnes sont mortes pour se contenter d'un tel réconfort simpliste. 6 millions de Juifs assassinés, des millions d'autres tués au combat et sous les bombardements, des villes entières détruites. Anne Frank est morte à 15 ans à Bergen-Belsen. Roosevelt est mort avant de voir la victoire finale. Le mal a remporté trop de batailles, mais le mal a perdu la guerre. Et 70 ans plus tard, nous nous souvenons pourquoi. Ce n'est pas parce que les Alliés avaient de meilleures armes ou étaient plus nombreux, même si c'était le cas, mais parce que les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, la démocratie, la dignité humaine, l'état de droit, se sont révélées plus durables que les rêves fascistes de suprématie raciale. Le choix entre ces chemins reste d'actualité. Chaque génération est confrontée à ses propres versions de la recherche de boucs émissaires par Hitler, du mal bureaucratique de Himmler et de la corruption de la science par Mengele. Et chaque génération produit ses propres Roosevelt, Anne Frank et Schindler, des personnes qui refusent d'accepter l'injustice comme une fatalité. La Seconde Guerre mondiale a démontré les extrêmes de l'humanité, les profondeurs de cruauté auxquelles nous pouvons sombrer lorsque nous déshumanisons les autres, les sommets de courage que nous pouvons atteindre lorsque nous reconnaissons notre humanité commune. La guerre s'est terminée en 1945. Mais ces leçons résonnent encore aujourd'hui. Nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé. Nous ne devons jamais oublier comment cela s'est produit. Non pas par l'apparition soudaine de monstres, mais par des gens ordinaires faisant des choix, petits et grands, qui se sont accumulés jusqu'à la catastrophe. Et nous ne devons jamais oublier que d'autres personnes ordinaires, confrontées aux mêmes pressions, ont fait des choix différents. Des choix plus difficiles, des choix plus courageux. Pour chaque Hitler orchestrant la destruction, il y avait un Roosevelt mobilisant la résistance. Pour chaque Himmler administrant le génocide, il y avait un Schindler qui le contournait. Pour chaque Mengele traitant les humains comme des sujets d'expérimentation, il y avait une Anne Frank qui s'obstinait à voir le bien dans l'humanité, malgré tout. Ces 6 vies nous rappellent que, dans les moments les plus sombres de l'histoire, nous sommes toujours confrontés à un choix, détruire ou préserver. Haïr ou espérer, devenir le méchant ou se dresser en héros. La question que la Seconde Guerre mondiale nous laisse est simple mais essentielle. Lequel choisirons-nous? À la prochaine fois. Continuez à explorer l'histoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.